Raphaël Jérusalemi, c'est un vrai thriller littéraire avec derrière vraiment une passion des livres anciens, formidable, écriture mouvementée, saccadée, très rigolo, très original. C'est en allant relire François Villon que j'ai redécouvert son extraordinaire poésie, mais en plus le fait qu'on ignorait tout à fait ce qu'il était advenu de lui après l'âge de 31 ans à peu près, ce qui m'a tout de suite allumé pour inventer le reste de sa vie et m'a donné d'ailleurs toute liberté pour le faire, puisque nul ne sait ce qu'il est advenu de François Villon après qu'il fut banni de Paris suite à ses divers méfaits. Vous êtes aujourd'hui spécialisé dans les livres anciens, vous avez une librairie à Tel Aviv. Quelle est la place de ces livres anciens dans cette biographie inventée de François Villon? Voilà, alors François Villon, c'est un petit peu le personnage romanesque qui fait avancer l'aventure, parce qu'il s'agit d'un roman d'aventure. Il était peut-être un prétexte, car le héros principal, c'est le livre. Qu'est-ce que le livre? À quoi sert-il? Aujourd'hui, on a donné beaucoup de réponses, mais les vraies réponses, on les trouve au XVe siècle. Car c'est au XVe siècle que le livre prend son essor et qu'il acquiert la puissance, lorsqu'il est manipulé d'ailleurs par les gouvernements, ou la puissance aussi de résistance, de révolte qu'il a jusqu'à aujourd'hui. Il est jusqu'à aujourd'hui le dernier rempart de la liberté d'esprit, d'opinion, contre toutes les forces qui cherchent à nous asservir ou à nous abrutir. La face rougeaude du gardien surgit dans la lucarne. Ses yeux se plissent pour scruter l'obscurité. Le tintement de ses clés résonne à travers le soupirail. François retient son souffle. La porte s'ouvre brutalement sur la lumière aveuglante d'un flambeau. François se recroqueville aussitôt contre la paroi suintante, mais le geôlier demeure planté sur le seuil, le dos voûté, son fouet pendant mollement à la ceinture. Deux laquais, enivrés, pénètrent dans le cachot et y déposent une petite table aux pieds torsadés, pendant que l'un d'eux se met à balayer la paille et les excréments d'un air dégoûté, l'autre apporte deux chaises capitonnées et une grande nappe brodée. Est-ce que vous pouvez nous retracer en quelques mots votre parcours qui est très original? Je suis rentré dans des organisations un petit peu secrètes et louches. Lui, c'était les coquillards, donc les bandits des grands chemins de l'époque. Moi, c'était les services secrets israéliens. Mais en fait, dans les deux cas, ce sont des organisations secrètes, aux missions et aux méthodes pas toujours claires ou avouables. Donc, il y avait des points communs. La seule chose que nous n'avions pas en commun et que j'ai voulu lui offrir dans la seconde partie de sa vie, c'est une descente au désert. Je l'ai donc emmené sur mes traces à moi cette fois-ci, dans le désert et au Proche-Orient. C'est la Canadienne de la sélection Cultura Talent à découvrir cette année. Elle s'appelle Jocelyne Saucier, Il pleuvait des oiseaux, ça se passe dans le Grand Nord canadien. Et comme souvent avec Jocelyne Saucier, c'est une histoire de la disparition. Et les héros sont des gens déjà assez âgés. C'est pas courant d'ailleurs de voir dans un livre des héros qui ont 85 ans passés. Et ils vont tous se retrouver dans une forêt du Grand Nord du Canada. Et on va voir si les disparus peuvent revenir. D'où part l'idée de ce livre? Ce livre, je l'ai écrit d'abord simplement avec l'idée de la disparition, parce que je me suis rendu compte que mes 3 livres précédents parlaient tous de disparition. Il y a un personnage qui disparaissait et ça provoquait une cassure et le roman se bâtissait sur cette cassure-là, donc du côté de ceux qui étaient restés. Donc je me suis dit, je vais aller voir du côté de ceux qui sont partis. Donc c'est ça, c'est les grands disparus, ceux qui quittent leur vie, qui tournent le dos au monde, puis qui s'enfoncent dans la forêt et deviennent des ermites. Nous sommes dans un ermitage de vieillards et c'est un monde d'hommes. Et puis il va arriver, je ne vous dirai pas comment, mais une femme, Marie-des-Neiges, qui a été internée à 16 ans et qui arrive à 82 ans et qui s'échappe d'une résidence d'ex-psychiatrisée. Et cette femme-là m'a été inspirée par ma tante, qui elle-même a été internée à l'âge de 7 ans et elle est morte à 87 ans dans une résidence pour ex-psychiatrisés.
L'histoire est celle de 3 vieillards qui ont choisi de disparaître en forêt. 3 êtres épris de liberté. La liberté, c'est de choisir sa vie et sa mort. C'est ce que Tom et Charlie diront à leur visiteuse. À eux deux, ils font presque 2 siècles. Tom, 86 ans, et Charlie, 3 de plus. Ils se croient capables de bien des années encore. Les ermites des bois, ça existe véritablement au Canada. C'est rare, c'est pas donné à tout le monde de vivre cette vie-là. Il faut avoir la capacité physique et mentale, mais surtout avoir une connaissance intime de la forêt. Comment vous écrivez? Comment vous vous organisez pour travailler? Ah, moi, j'écris de 9 h du matin à 4 h l'après-midi. Oui, j'ai une amie qui me dit, ben toi, t'écris comme si tu étais à l'usine. Alors, moi, j'écris de la fiction, j'écris de l'histoire, j'écris du roman. Donc, cette histoire-là, ça peut paraître sombre, difficile, parce que ça se passe en forêt, mais ça débouche sur la lumière. Norman Ginsberg, Arizona Tom. Si vous aimez les westerns, si vous aimez l'enfance, si vous aimez les mots, c'est le livre à lire dans cette sélection parce que voilà, des images fleuries, un shérif sur le retour qui fait la rencontre d'un enfant qui traîne un cadavre dans le désert. C'est à la fois drôle, tendre, émouvant, pittoresque, on voit du pays, des grands espaces, formidable. Norman Ginsberg, Arizona Tom. Alors c'est venu d'un rêve. Oui, c'est un cauchemar, oui, absolument. Vous avez fait un cauchemar, vous avez écrit un cauchemar. Enfin, le cauchemar, c'était uniquement la première image où j'étais sur un cheval, parce que j'adore les chevaux et les ânes, enfin bon. Et j'avais devant moi, dans une espèce de canyon asséché, un gamin qui passait avec un tronc, donc pas un corps sans tête, sans bras, sans jambes, posé sur une espèce de selle et qui tirait comme ça avec une corde. J'ai eu l'idée de partir de cette image pour construire tout un livre, parce que j'ai essayé de le construire en même temps, me laisser divaguer. Donc c'est parti comme ça, voilà. Moi j'aime bien les personnages qui se déclinent dans toutes les teintes de gris. Je déteste le manichéisme avec les bons d'un côté, les méchants de l'autre, comme l'étaient les grands classiques westerns, je ne supporte pas ça. Et ce personnage, il est à la fois courageux, lâche, il est plein d'amour, en même temps il est très rugueux, il picole comme un fou, il est un peu faux cul aussi, enfin bon, il est plein d'attitudes assez contradictoires. Allongé sur le ventre à même le sol, Tom dessinait avec application. Moi aussi avec ce qu'il fallait de détachement pour lui faire comprendre que je maîtrisais mon art. Il n'y avait pas un bruit au dehors, juste quelques appels épars de coyotes au loin et les craquements des planches du porche qui rendaient la chaleur de la journée. On pouvait entendre les mines de nos crayons crisser sur le papier. J'ai pensé que nous étions 2 musiciens jouant du même instrument. Nous ne suivions pas la même partition, mais nos talents se croisaient et se fondaient en une mélodie à la fois douce et vive. J'étais bien. Qu'est-ce que vous promettez aux lecteurs, aux gens qui vont aller chez Cultura et qui vont prendre le livre et qui vont l'acheter, le lire? La promesse, c'est une grande bouffée d'oxygène. C'est un voyage dans le temps et dans l'espace. La seule promesse que je leur fais, c'est de les prendre par la main et de ne pas les lâcher pendant toute la durée du livre. Au revoir là-haut, Pierre Lemaître. Alors tous ceux qui l'ont lu disent que c'est un page-turner, c'est-à-dire que dès qu'on l'a commencé, on est accro complètement. Au revoir là-haut, c'est l'histoire de 2 hommes qui sont démobilisés après la guerre de 14-18. Ils reviennent dans une France incapable de les accueillir et ils vont mettre au point une espèce de business assez frauduleux pour faire un peu d'argent et ça va les emmener très très loin. Pierre Lemaître, Au revoir là-haut, un des événements de la rentrée littéraire française. Comment est née l'idée de ce livre? Pourquoi cette période de l'histoire française qui est l'après-Première Guerre mondiale? Oui, alors je voulais faire quelque chose sur la Première Guerre mondiale parce qu'elle m'avait toujours touché, elle faisait partie de mon musée symbolique, mon musée imaginaire. Elle m'avait accompagné toute ma vie. Et quand je me suis intéressé à la guerre, j'ai trouvé, vraiment ce qu'on appelle de la chance, trouvé cette
petite fenêtre là, cette courte période qui va suivre l'armistice et qui va précéder les années folles, et qui est une période assez méconnue où il s'est passé beaucoup de choses. Et quand j'ai découvert cette période-là, je me suis dit, là, peut-être il y a un roman. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, ce roman? Il raconte l'histoire de deux soldats qui reviennent de la guerre, ils ont 25 ans, ils reviennent passablement amochés, et ils reviennent dans un pays qui est incapable de leur retrouver une place. Ce sont des gens en situation de précarité, en situation presque d'exclusion, et au fond, ils vont essayer de tirer leur épingle du jeu, c'est-à-dire de survivre dans une société qui ne veut pas d'eux, et pour ça, ils vont se livrer à quelques malversations, d'autant plus habiles qu'elles prennent comme appui une denrée sur laquelle on ne rigole pas à l'époque, est le patriotisme. Et donc, ils se proposent rien moins que d'arnaquer la France entière, et donc la France entière va courir après eux. Ceux qui pensaient que cette guerre finirait bientôt étaient tous morts depuis longtemps, de la guerre justement. Aussi, en octobre, Albert reçut-il avec pas mal de scepticisme les rumeurs annonçant un armistice. Il ne leur prêta pas plus de crédit qu'à la propagande du début, qui soutenait par exemple que les balles Boche étaient tellement molles qu'elles s'écrasaient comme des poirblettes sur les uniformes, faisant hurler de rire les régiments français. En 4 ans, Albert en avait vu un paquet des types morts de rire en recevant une balle allemande. Pour montrer à quel point le pays a été ingrat vis-à-vis de ces jeunes vétérans qui avaient passé 51 mois dans des conditions dantesques, et je voulais témoigner de la difficulté qu'ils ont eue à retrouver leur place. Et pour ça, il fallait que je trouve des personnages qui incarnent ce moment. Je suis à peu près comme un artisan qui fabrique des montres ou qui répare des réveils. Voilà, j'ai mes rouages narratifs, j'essaye, je recommence, je refais. Et quand je termine ma journée de travail, je vais chercher ma fille à l'école maternelle et je rentre à la maison. Delphine Coulin, Voir du pays, l'histoire de 2 soldats femmes qui rentrent d'Afghanistan et qui font une pause dans un sas de décompression à Chypre. C'est un roman très poignant, très fort sur l'amitié féminine, sur le blues des soldats quand ils reviennent du front. C'est un roman dont on parle beaucoup. Delphine Coulin, Voir du pays. Alors, les héros du livre sont 2 camarades, 2 femmes militaires. Pourquoi vous avez pris ce parti féminin de 2 femmes amies d'enfance et engagées et volontaires? Parce que dès le début, j'avais envie de faire un livre sur la violence des femmes. En fait, on parle très peu de la violence des femmes et on a l'impression que c'est toujours soit rare, soit étrange, soit hors norme qu'une femme parte se battre. Et du coup, ça m'intéressait de créer ces 2 personnages de jeunes filles qui n'ont pas beaucoup de perspectives d'avenir, qui sont dans une petite ville qui s'appelle Lorient, qui est une ville militaire, où leur seule chance, ce sera de trouver un travail et encore, juste suffisamment pour assurer une survie finalement. Et ces 2 filles se disent non, on va tout bousculer, on va faire ce que font les garçons qui s'en sortent, on va s'engager dans l'armée. Le premier été, Aurore le revoyait très clairement. Alors que quelques mois plus tôt, elle était plantée dans un coin de la cour à ne pas savoir que faire de ses bras et de ses jambes, sans parler de toutes les parties de son corps qui avaient changé récemment, cet été-là, elle a su. Aurore se souvenait du premier jour où elle s'était donné rendez-vous à la plage. Elle voulait juste jouer. Pour la première fois de sa vie, Aurore se sentait puissante. La plage était à elle 2. Elle nageait d'un bout à l'autre sans s'arrêter. C'était toujours Marine qui gagnait. Si on lui avait dit à l'époque qu'elle se retrouverait 10 ans plus tard dans un avion au-dessus de l'Afghanistan, entourée d'hommes rasés, nouée de muscles, revenant de la guerre, elle n'y aurait pas cru. Ce livre, il est féministe de plusieurs manières. D'une part, parce que ces 2 filles, elles n'avaient pas d'autre moyen d'avoir une perspective d'avenir que d'emprunter les codes des hommes. Et donc, elles 2, elles le sont sans le savoir, de par leur démarche de rentrer dans l'armée. Et d'ailleurs, ça ne va pas leur porter chance. Et d'autre part, en soi, la démarche, elle est féministe parce que des personnages de femmes guerrières, encore une fois, il n'y en a pas beaucoup. Et le seul fait de les faire exister, c'est aller à l'encontre des clichés là-dessus, parce qu'on ne peut pas dire après « Ah, mais ça existe, des femmes qui partent au combat ». Bah oui, ça existe, et d'ailleurs, là, il y en a 2.
petite nouvelle de cette sélection Cultura Talent à découvrir, Sophie van der Linden. Elle fait un livre qui s'appelle La fabrique du monde et elle est rentrée quasiment dans la tête d'une jeune ouvrière dans une usine textile en Chine. C'est écrit au cordeau, c'est ciselé, une écriture très précise. C'est le premier roman de Sophie van der Linden et je suis sûr qu'il y en aura d'autres parce qu'elle est très exigeante et j'ai l'impression qu'elle a la littérature chevillée à l'estomac, comme on dit. La fabrique du monde, Sophie van der Linden. L'idée du livre naît de la confrontation entre les premières images qu'on reçoit en France des usines textiles avec ces ouvriers et surtout ces ouvrières dans les mêmes postures, avec les mêmes blouses, ces grands plans d'ensemble sur ces vastes ateliers. Et la connaissance que je pouvais avoir de la Chine à travers notamment un assez long voyage au cours duquel je rencontre surtout des individus, et particulièrement de jeunes individus, de jeunes hommes et de jeunes femmes. Et j'avais envie de confronter ce regard d'ensemble à un regard plus singulier. Alors, à quoi ça rêve une ouvrière chinoise de 18 ans dans une usine où tout le monde a la même blouse, tout le monde se ressemble? On a l'impression qu'il n'y a pas de destin, quoi. Mais elle rêve de ce qui a pu quand même la nourrir, c'est-à-dire que le peu d'éducation, de rencontres qu'elle a pu faire, forcément nourrit son imaginaire. Elle a notamment, le personnage dont nous parlons, Mei, a un livre avec elle, que je ne nomme pas, mais qui pour moi est le rêve dans le pavillon rouge, qui est une grande somme qui lui permet de comprendre son pays, de comprendre les relations humaines à partir de là. Et donc elle rêve, mais elle rêve surtout d'évasion, des rêves de fuite et des rêves certainement de rencontres. Les pièces de tissu défilent dans la machine, manipulées par des mains qui ne sont autres que les miennes. À force d'habitude, de mécanismes répétés, elles ne m'appartiennent plus. Chemise d'homme, blanche, pour un client anglais, à expédier dans 4 jours. 900 pièces, nouveau modèle, nouveau tissu, nouveau slogan dans l'atelier. Vous promettez quoi au lecteur qui rentrera chez Cultura et qui prendra le livre, il va l'acheter, il va le lire? C'est quoi la promesse ou le contrat de lecture que vous passez avec lui? Je crois surtout que je lui demande de se laisser embarquer par ce personnage et par cette histoire qui se déroule sur quelques jours et qui, je pense, est assez intense.